Les lois de l'histoire. Le podcast sur l'actualité de la recherche en histoire du droit, présenté par Paul Chauvin-Madère. Imaginez un peu, inspirez et profitez des rayons du soleil qui réchauffent vos bras musclés. Sentez le vent rafraîchir votre visage botoxé. Écoutez le bruit des vagues, vous rappelez que vous êtes sur une île artificielle au milieu de l'océan Pacifique. Une île flottante, créée de toutes pièces pour satisfaire vos moindres désirs grâce aux dernières technologies, des technologies écologiques conformes à vos valeurs, comme d'ailleurs à celles de vos voisins, eux aussi riches et tolérants. Dans ce nouveau monde, votre sécurité est assurée par des drones capables de repousser les invasions de réfugiés climatiques. Et votre liberté est garantie par l'absence d'État et donc par l'absence d'impôts. Vous en rêviez? Blue Frontier l'a fait. Elle l'a fait ou elle va le faire un jour peut-être au large de la Polynésie, si l'on en croit les promoteurs de cette société californienne financée par le milliardaire Peter Thiel, cofondateur de PayPal, et appuyée par l'Institut Seeds Teeding, cofondé par le petit-fils de Milton Friedman. Mais vous n'êtes peut-être pas intéressé par ce genre d'utopie libertarienne? Qu'à cela ne tienne, d'autres mondes s'offrent à vous. Vous pouvez par exemple rejoindre une communauté amish en Pennsylvanie, une ferme écoféministe comme celle des paresseuses dans la Bresse, rejoindre une ZAD ou encore la célèbre communauté hippie de Twin Oaks en Virginie. Bref, les communautés utopiques ne manquent pas, aujourd'hui, surtout en Amérique, où elles sont les plus nombreuses et les plus variées, les plus anciennes aussi peut-être. On ne va pas remonter jusqu'aux colonies jésuites du XVIIe siècle, mais on peut penser aux colonies socialistes créées au XIXe siècle par des Français et étudiées par l'historien du droit Étienne Lamarche dans sa thèse intitulée « Les usages du droit dans les communautés utopiques aux États-Unis, 1843-1878. » Bonjour Étienne. Bonjour. Étienne, vous avez soutenu votre thèse le 21 octobre 2022 dans un lieu idoine par rapport à votre sujet puisqu'il s'agit de l'université de Nanterre, ou devrais-je dire Nanterre pas tes rêves, comme le slogan célèbre le dit. C'est là que vous êtes actuellement maître de conférence en histoire du droit, après y avoir réalisé une partie de vos études juridiques, mais ces études ont eu également lieu à Bordeaux, je crois, une autre ville qui a connu une expérience utopique au XVIIe siècle, sous la forme de l'Union républicaine de Lormay, sous la Fronde, en pleine période de monarchie absolue. Bref, il vous reste plus, j'ai envie de dire, qu'à enseigner à Vincennes, et vous aurez fait le tour des utopies universitaires françaises. Mais plus sérieusement, pouvez-vous vous raconter la genèse de votre thèse ? Eh bien, comme beaucoup de personnes qui sont passées dans ce podcast, la genèse de ma thèse, elle commence en master 2 d'histoire et d'anthropologie du droit à Nanterre, et plus particulièrement dans le cadre de mon mémoire. J'avais eu la chance de pouvoir étudier, sous la direction du professeur Jean-Pierre Pauly et de monsieur Franck Mintz, la création alors pas d'un État, mais d'un droit anarchiste, si je puis dire, en Ukraine, durant la Révolution russe, sur le territoire qui était dominé, ou en tout cas géré, par les Makhnovistes, donc des révolutionnaires anarchistes, un temps alliés avec l'armée rouge, et qui, donc sur un territoire qui autour de la ville de Zaporizhia, dont on parle beaucoup actuellement. Mais donc c'était un autre continent, autre groupe, c'était pas les Américains ou les Franco-Américains qu'on va voir aux États-Unis. Exactement, donc c'est pas du tout le même groupe, et c'est pas du tout le même rapport à l'État surtout. C'est ça qui m'a fait changer dans le cadre de ma thèse pour étudier les socialistes utopiques. Oui, parce que là, c'est plutôt des anarchistes en Ukraine, alors que vous, c'est plutôt des communistos, socialistos... C'est ça, exactement. Et surtout, de fervents défenseurs de la légalité. Donc l'utopie doit être créée en accord avec les lois de la société, toutes viciées soient-elles. Une utopie qui prend la forme de communauté intentionnelle, c'est l'expression que vous employez. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pourriez définir cette notion? C'est une notion qui est beaucoup utilisée dans les études états-uniennes, surtout par des sociologues et des anthropologues. Ça permet tout simplement de qualifier toutes sortes de communautés, de les regrouper sous un terme commun. Donc moi j'ai utilisé 4 éléments. D'abord le premier, c'est il faut qu'il y ait une communauté de vie choisie.
hein, d'où le côté intentionnel. Pas comme en prison où on ne choisit pas d'être ensemble. Exactement. Ensuite, il faut que cette communauté de vie soit plus large qu'une simple famille. Ensuite, donc troisième point, il faut que les membres de cette communauté soient regroupés par une volonté commune, qui soit en rupture, donc qu'elle soit politique, religieuse, qui soit en rupture avec le monde qui les entoure. Créer un autre monde à part, meilleur. Exactement. Et puis le dernier point, il faut que cette communauté soit conçue avec une volonté de permanence, un objectif de permanence. C'est pas juste une aventure de vacances pendant quelques semaines. Ou un technival. Et ces communautés, on l'a dit, sont très nombreuses aux États-Unis. Beaucoup sont de nature religieuse, je pense aux Amish. Mais vous êtes occupé de communautés politiques, les communautés fourriéristes et icariennes. Est-ce que vous pourriez nous présenter ces deux doctrines socialistes au sens large ? Alors oui, tout à fait. Donc, les doctrines icariennes et fourriéristes, ce sont des doctrines qui sont issues des écrits, donc respectivement de Étienne Cabet pour les icariens et de Charles Fourier pour les fourriéristes. Ce sont des personnes qui sont qualifiées de socialistes utopiques par la tradition marxiste. Donc plutôt de manière critique et a posteriori. Exactement, même si on peut utiliser ce mot de manière positive, c'est ce que je fais dans ma thèse, ce que j'essaye de faire dans ma thèse. Et donc, ce sont deux doctrines très différentes. La doctrine icarienne, donc d'Étienne Cabet, c'est l'imagination d'une république toute puissante, très ancrée dans la tradition révolutionnaire, donc une république qui serait démocratique et qui, de fait, aurait le droit de s'immiscer et d'organiser la vie de ses citoyens dans les moindres détails. Vous dites très ancré dans la tradition révolutionnaire parce que c'est deux doctrines du 19e siècle, c'est ça ? C'est ça, exactement. C'est deux doctrines du 19e siècle. Étienne Cabet n'a pas vécu la Révolution, il était trop jeune, mais par contre, il a une image très très fantasmée. Au contraire de Charles Fourier, qui lui imagine une société idéale opposée au légicentrisme de Cabet, donc il réfute même la place du droit. Donc, ce que nous dit Fourier, c'est que les êtres humains sont guidés par leurs passions. Les passions sont voulues par Dieu ou par un être divin et sont donc fondamentalement bonnes. Et il suffit, pour faire une société parfaite, de laisser ces passions s'exprimer sans aucune contrainte. Et lui, il imagine un système, donc la phalange, qui évolue dans un bâtiment qui s'appelle le phalanstère, et qui serait propre à laisser ses passions s'exprimer de manière tout à fait libre. Donc, a priori, sur l'échiquier politique, deux auteurs qui pourraient être anarcho-capitalistes ou libertariens d'un côté presque, ou en tout cas libéraux très forts, et puis plutôt... Alors, je ne dirais pas capitaliste, parce que les deux se regroupent en fait dans une forte critique de l'économie capitaliste, en tout cas de l'économie industrielle qui voit poindre. C'est la première chose qui les regroupe. Et pourquoi les travailler ensemble ? C'est parce qu'il y a plusieurs points qui les regroupent. C'est donc cette critique de l'économie industrielle et également le légalisme dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce ne sont pas des révolutionnaires. Et la volonté de créer des communautés expérimentales, donc d'amener la réforme sociale par la preuve de la scientificité de leur doctrine. Ça marche, regardez, les gens sont heureux, prospèrent dans ces communautés. Communautés, vous en avez étudié 4. Lesquelles ? Est-ce que vous pourriez nous les présenter rapidement ? Alors tout à fait, donc j'en ai étudié 4. Alors simplement, donc j'en ai choisi 4. Pourquoi ? Pour pas avoir un échantillon trop gros. Et puis, comment est-ce que j'ai choisi ? J'ai simplement essayé de choisir celle qui est la communauté pour chaque doctrine qui a le mieux fonctionné, selon la bibliographie, et celle qui était guidée par un théoricien influent, donc des écoles fourriéristes et icariennes. Donc la première communauté que j'ai étudiée en termes de chronologie, c'est la North American Phalanx, donc une communauté fourriériste américaine, purement américaine, qui est fondée par des Américains, qui s'installe au New Jersey, quelque part entre New York et Philadelphie, et qui existe durant 13 ans, entre 1843 et 1856. Autre communauté fourriériste, donc la communauté de Réunion, qui s'installe au Texas, et qui est, elle, dirigée par un Français, Victor Considérant, qui est vraiment un ponte de l'école fourriériste. C'est pas le fondateur, mais c'est le sbire, quoi. Exactement, c'est l'élève le plus direct, on va dire, de Charles Fourier, et qui, elle, a eu une durée de vie très très courte. Elle explose en vol assez rapidement, donc elle existe au Texas entre 1855 et 1857. En ce qui concerne les Icariens, j'ai étudié la communauté de Nauvoo, en Illinois, qui est elle dirigée par Étienne Cabet, donc on ne fait pas plus ponte de la théorie icarienne, qui existe entre 1849 et 1856. Et dernière colonie, donc la colonie icarienne qui a duré le plus longtemps, c'est la colonie icarienne d'Iowa, dont on parle un petit peu moins, à Corning, et qui a quand même existé entre 1856 et 1878. 4 communautés, 4 expériences concrètes, ce qui montre bien que vous ne faites pas une thèse d'histoire des idées in abstracto, mais une thèse sur la réalisation de ces idées à travers, comme le dit votre titre, les usages du droit.
Ça veut donc dire qu'il y a des sources juridiques. Vous avez dit tout à l'heure que l'un des deux était légicentriste, l'autre plutôt opposé. Quelles sont, avant de voir leur position, quelles sont les sources justement juridiques qu'ils auraient produites dans ces communautés et que vous avez étudiées? J'ai eu beaucoup de chance parce que, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, ces communautés, elles ont un but exemplaire. Elles ont pour but de servir d'exemple, et donc du coup, pour servir d'exemple, il faut publier, il faut écrire. Et donc, toutes les communautés que j'ai étudiées produisent énormément de documents juridiques. D'abord des espèces de constitutions qu'elles publient autant qu'elles peuvent dans les journaux, qu'elles essayent de communiquer à leurs voisins, etc. Elles publient également les comptes rendus des assemblées générales. Elles publient des lois, des espèces de règlements internes. Et tout ça, c'est diffusé autant que possible. Donc, 19e siècle, c'est le siècle de la presse. J'ai beaucoup travaillé de journaux qui reproduisaient ces lois. J'ai également étudié des actes juridiques passés auprès des notaires, par exemple. Et je ne me suis pas cantonné à tous ces documents juridiques, on va dire. J'ai aussi eu la chance de pouvoir travailler avec beaucoup de lettres personnelles, de journaux de voyage. De témoignages, donc. Exactement. Et cette approche que vous avez, ce sujet que vous avez traité, est-ce que c'est original ou est-ce que vous avez eu des prédécesseurs en histoire du droit ou en histoire des lettres? Alors évidemment, j'ai eu des prédécesseurs. D'abord, concernant les Icariens, ils ont été beaucoup étudiés, notamment par Jules Prud'homo, qui a écrit un ouvrage très très complet sur Étienne Cabet et les Icariens, alors pas uniquement sur les expériences icariennes, mais sur l'ensemble de la doctrine. Il y a d'autres grands auteurs qui se sont penchés sur Fourier, les fourriéristes, notamment Jonathan Beecher. Je me suis aussi beaucoup appuyé sur des travaux de sociologues qui se sont intéressés aux communautés intentionnelles. Donc vous avez parlé de Twin Oaks dans votre introduction. J'ai beaucoup utilisé les travaux de Michel Lallemand sur Twin Oaks. Cette approche m'a beaucoup inspiré pour ma thèse. Et enfin, l'utopie a été au goût du jour ces dernières années. Et en France, on a un peu redécouvert la pensée d'un politologue ou d'un auteur en sciences politiques qui s'appelle Eric Olin Wright, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Utopie réelle, et qui a vraiment étudié les utopies réelles comme des moyens d'éroder le capitalisme. Et donc, du coup, ça a ouvert la voie à toute une série de travaux dans laquelle j'essaye de m'inscrire. Tout en ayant une vision juridique. C'est ça, justement. La différence, c'est qu'aucun de ces auteurs n'a vraiment traité la question juridique, qui pour moi est centrale, j'espère l'avoir montré dans ma thèse, mais qui a un rôle très très important dans ces expériences. Et justement, puisque vous parlez de ce que vous avez espéré montrer, est-ce que vous auriez un ou deux apports de votre thèse que vous voudriez mettre en avant? C'est une question qui est toujours assez redoutable. Alors la première, c'est de manière assez simple, j'espère avoir montré par ma thèse que ces communautés, ces utopies, ces communautés utopiques placent le droit au centre de leur projet de réforme sociale. Donc le droit est à la fois, est le moyen privilégié de ces auteurs-là pour transformer la société. Et la deuxième chose, c'est que j'ai peut-être un peu plus ambitieuse, j'ai essayé d'offrir une étude de cas qui peut servir aux personnes s'intéressant à toutes ces communautés radicales pour essayer de comprendre si on peut vraiment développer une alternative au droit étatique et à l'État capitaliste en utilisant les lois de celui-ci, parce que le droit permet cela. En utilisant les propres armes créées par le capitalisme. Votre thèse, donc, je tiens à insister sur ce point, n'est pas une thèse d'histoire des idées politiques comme on pourrait le croire, mais vraiment une thèse qui se concentre sur les tentatives de réalisation de ces doctrines sous la forme, et c'est très inattendu, ça m'a beaucoup étonné, de sociétés commerciales dont vous avez présenté la naissance, la vie et la mort dans votre thèse, divisée dans un plan en 3 parties. Dans la première partie, vous voyez où cette naissance a eu lieu, selon quelle modalité, dans quel cadre juridique. Dans la deuxième partie de votre thèse, vous étudiez ensuite la vie quotidienne de ces 4 sociétés que vous avez choisies, en voyant leur organisation politique, économique, religieuse, juridictionnelle, etc. Et dans la troisième et dernière partie de votre thèse, vous vous intéressez aux raisons et aux modalités de la disparition, on pourrait peut-être même dire, on en parlera de l'échec, de ces 4 communautés. Voilà le plan de votre thèse qui guidera notre discussion dans la seconde partie de notre émission. À l'instar des sociétés commerciales dont elles prennent la forme, les sociétés utopiques naissent, vivent et meurent. Et ce sont les 3 moments de leur histoire que nous allons suivre, en commençant par la naissance des communautés utopiques. On a déjà vu la date de naissance, les parents philosophiques, Cabet et Fourier, de ces 4 communautés. Voyons maintenant le lieu de naissance et leur forme. Le lieu, ce n'est pas en France,
mais aux États-Unis, alors que les auteurs qui ont inspiré ces groupes sont français, certains des membres sont français, ont émigré, pourquoi n'ont-ils pas créé leur communauté utopique en France ? Pour plusieurs raisons. La première, elle est politique, en fait, elle est même surtout politique. Ces communautés-là, elles sont créées, vous l'avez dit, au 19e siècle. Alors, les communautés icariennes, elles sont créées autour de 1848. En fait, les premiers Icariens partent en 1847, donc sous la monarchie de Juillet. Ils sont victimes, selon eux, de persécutions de la part de l'État français. Donc, pendant leur voyage, arrive la Révolution, et finalement, le deuxième contingent d'Icariens part après 48, après la désillusion de 48, et surtout après les journées de juin, dans lesquelles Étienne Cabet aurait été impliqué. Journée de juin, c'est-à-dire des émeutes qui ont été écrasées dans le sang. Exactement. Deuxième temps, pour les fourriéristes, Victor Considérant se décide à partir après avoir été exilé à la suite du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Donc en fait, l'atmosphère politique est assez hostile à ces socialistes en France aux périodes d'émigration. Et après, le pourquoi sont-ils partis ? Le quoi ? Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Quand ils partent là-bas, ils ont besoin de terrain pour s'installer. Est-ce qu'on a une idée de la taille des terres qu'ils ont occupées ? En fait, quand ils partent, ils cherchent une terre vierge, on va dire. Donc, tant juridiquement d'ailleurs que physiquement, ils s'imaginent que le droit états-unien va leur permettre de déblayer de grands espaces de vide juridique sur lesquels créer leur société. Et ils pensent aussi que le territoire états-unien est non peuplé et que donc ils vont pouvoir trouver très facilement de grands espaces à très bas coût. Et c'est d'ailleurs surtout les utopistes, les socialistes qui partent de France pour aller aux États-Unis qui succombent à une espèce de folie des grandeurs en essayant d'acheter de très larges portions de terre. Cabet affirme avoir acheté la taille d'un petit département, à peu près 4000 km² au Texas, ce qui s'avère être plus ou moins trop faux, ouais. Et faux. Même un peu trop. C'est vrai souvent que cette folie des grandeurs pose problème parce qu'ils achètent trop. La plupart du temps, par contre, ils se retrouvent à louer et à acheter de manière très très classique. Oui, vous venez de le dire, ils n'ont pas occupé de facto les terrains comme des squatteurs. Ils ont acheté, ils ont loué. Est-ce qu'on connaît un peu le cadre juridique dans lequel ils sont situés ? Alors, il y en a plusieurs. Donc, j'ai dit, la plupart du temps, les communautés finissent par acheter ou louer de manière très classique. Mais, encore une fois, ces Icariens, ces fourriéristes qui partent de France tentent aussi d'acheter des terres à distance à travers plusieurs mécanismes. Alors, Étienne Cabet, au Texas, passe par un mécanisme dit d'impresario. Donc, en fait, l'État du Texas donne des terres à un investisseur, à un homme d'affaires, à charge pour ce dernier de trouver des personnes pour le coloniser. Et cet investisseur gagne dans l'affaire 50% des terres qu'il peut se réserver et revendre plus tard quand elles auront gagné en valeur. Ouais, parce que l'intérêt de l'État américain, c'est de peupler ces territoires pour après pouvoir faire de l'économie, avoir des soldats pour résister, je ne sais pas, au Mexique, à d'autres États. C'est ça, en fait, surtout de peupler. Il y a toute une politique de bons de terre dont certaines autres communautés, notamment la communauté de Réunion au Texas, essayent de profiter en achetant des bons à localiser ensuite une fois arrivés sur place. De manière générale, ils se font plutôt avoir en localisant sur des terres de mauvaise qualité, en achetant à très fort prix vu qu'ils ne sont pas sur place. Voilà. Et ces terres qu'ils achètent dans un territoire qui n'est pas vierge, comme vous l'avez dit, ni de population, de culture, de droit, à un État, comment s'articule de manière générale ce droit utopiste avec le droit américain ? C'est des conflits, ils s'ignorent, ils s'entremêlent ? De manière générale, mais on pourra approfondir le sujet après, ils s'ignorent plutôt. Il y a plutôt une forte tolérance du droit américain face à ces communautés utopiques. Pas seulement en socialistes, d'ailleurs, le droit américain a permis, et historiquement, a permis à beaucoup de communautés, notamment religieuses, de se constituer, de développer plus ou moins leurs propres droits. On peut penser évidemment aux Mormons, aux Shakers, aux Quakers, et c'est aussi le cas pour ces socialistes finalement. Vous parlez, je crois, de pluralisme juridique, c'est ça, pour définir leurs relations ? Exactement, j'utilise le terme pluralisme juridique. Alors, un pluralisme juridique qui n'est pas totalement abouti. Dans ma thèse, je montre que finalement, ce n'est pas un pluralisme juridique pur et parfait, mais il y a bien cette tentation de créer un droit qui se superpose au droit étatique, qui se substitue au droit étatique. Et bien voilà donc comment les utopistes ont acquis un territoire aux États-Unis. Ils l'ont acquis pour y fonder une sorte d'État autonome politiquement à très long terme et autosuffisant économiquement. À court terme, ils doivent être soumis à l'État américain et donc pour cela prendre la forme d'une personne morale inférieure, une société. Avant de parler de la forme qu'ils ont choisie en Amérique, on peut parler de la forme aussi
que leur émigration a prise en France, puisque si j'ai bien compris, ils ont dû créer une société commerciale en France pour pouvoir émigrer. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors exactement, en fait, les utopistes que j'étudie évoluent en France dans un système qui est politiquement hostile, notamment donc, hostile à la liberté d'association, à la liberté de la presse, et donc en fait ils utilisent beaucoup les sociétés en commandite par action pour s'organiser. Donc ils créent en fait des sociétés en commandite par action qui, à l'extérieur, sont des sociétés commerciales qui pourraient gérer par exemple un journal et qui en fait, quand on s'intéresse à leur structure interne, servent de structure hiérarchique pour le mouvement, c'est notamment le cas des Icariens, et ils réutilisent ce mécanisme pour financer, organiser leurs expéditions vers les États-Unis en créant des sociétés en commandite par action. Oui, c'est à la fois une façade légale pour pouvoir discuter tranquillement sans se faire arrêter, et en même temps un moyen de drainer des capitaux pour financer le voyage. Et quand ils arrivent aux États-Unis, là, ils vont aussi créer des sociétés commerciales. Sous quelle forme? Alors, sous plusieurs formes. D'abord, sous la forme de Joint Stock Society, donc des sociétés par action assez simples. Mais en fait, ce qu'ils cherchent vraiment, c'est à devenir des corporations, donc des sociétés par action à responsabilité limitée, qui ont une véritable personnalité juridique, ce qui n'est pas les cas de toutes les sociétés commerciales au XIXe siècle. Et ces corporations, donc elles font l'objet de modalités de construction assez strictes. Elles doivent souvent être autorisées par les juridictions étatiques, et donc ils se lancent un peu à la poursuite de cette forme de société qui, à l'époque, dispose de prérogatives assez larges pour une société commerciale, au point que parfois elle est critiquée, parce qu'il s'agirait d'une république miniature, en fait, au sein de l'État américain. Un État dans l'État. Et donc, puisque, surtout dans la seconde forme dont vous avez parlé, il y a beaucoup de pouvoir et en même temps un contrôle de l'État américain, est-ce que l'État américain, avant de donner ou l'un des États américains, avant de donner son autorisation, va vérifier le cahier des charges, la proposition faite par les utopistes, et leur dire non, non, ça vous ne le faites pas, ça oui, ça non? Alors, ils le font, oui, mais souvent, les socialistes amendent largement leur texte fondateur, leur statut, avant même de demander la validation des juridictions étatiques. Ils s'autocensurent en quelque sorte. Exactement. Donc l'exemple le plus marquant, c'est les Icariens, qui imaginent une constitution étatique, on pourrait presque dire, hein, donc vraiment avec un préambule, une déclaration de droit. Il y a les termes de pouvoir exécutif, judiciaire, législatif dans leur constitution. Ils prévoient même la création d'une armée. Et tout ça disparaît au moment de demander l'incorporation aux juridictions étatiques. Et là, on retrouve en fait un vocabulaire qui est beaucoup plus proche du vocabulaire du droit des sociétés, des mentions obligatoires, donc les objets de la société, comment est-ce que les actions vont être émises, combien d'actions vont être émises, les modalités d'achat, etc. Oui, c'est intéressant parce qu'on voit bien que ce sont des groupes révolutionnaires par leur fin, mais qui par leurs moyens veulent rester dans la légalité et pas rentrer dans le coup d'État, la violence. Ils utilisent donc des formes commerciales, et c'est pas qu'une forme, ça va leur imposer aussi une structure, un contenu. Exactement, et c'est ce qui est très intéressant, c'est que finalement, si ça peut paraître pour ces socialistes comme une simple formalité, on va se déguiser entre guillemets en société commerciale pour créer un État, et bien en fait il s'avère que le droit n'est pas qu'une forme et que ça a des effets sur leur pratique de manière assez directe. Ça leur oblige à émettre des actions et donc à demander aux personnes qui rejoignent la communauté d'acheter des actions, ce qui peut s'avérer problématique quand la communauté qu'on espère créer ne reconnaît pas la propriété individuelle. Ça oblige aussi à reproduire une certaine forme avec un comité de direction, donc ce sont des termes modernes, un comité de direction, une assemblée des actionnaires, et finalement ça les pousse. Une hiérarchie. Voilà, exactement, en fait ça les pousse à une certaine forme. Et d'ailleurs, les communautés qui fonctionnent le plus longtemps finissent par dériver presque vers une forme de société commerciale assez classique. Une fois qu'elles ont été créées sous la forme de sociétés commerciales, ces communautés utopiques vont vivre comme des sociétés commerciales tout en associant cela à leur but utopique. C'est ce que nous allons voir dans une deuxième partie. On l'a dit, société, donc vie économique, mais société particulière puisqu'elles sont utopiques, donc elles ont une ambition politique, elles ont aussi des attributions judiciaires pour régler les conflits, éventuellement un but éducatif. Voyons ces différents points. En commençant par la vie économique, ce sont des sociétés, et puis en plus il faut bien vivre. Par quel travail? Est-ce que on a un peu un business model? Est-ce que ce sont des sociétés qui font de la vente, de l'agriculture, de l'industrie? Quel est leur travail? Alors dans un premier temps, le business model, c'est surtout de vivre des dons et des investissements des sympathisants. Surtout quand c'est des communautés qui sont issues de l'immigration, on récolte beaucoup d'argent, on fait des appels dans les journaux français pour récupérer de l'argent pour les communautés. Ensuite, ces communautés-là
elles se dirigent toutes vers l'agriculture. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles s'installent sur des territoires pas vierges, mais en tout cas non bâtis. Et donc, du coup, la première chose qu'elles font, c'est qu'elles essayent de fertiliser les sols, de les travailler, et donc de produire au moins pour leur propre subsistance de la nourriture. Et si elles développent une activité secondaire, donc c'est le cas dans la communauté équarienne de Corning, par exemple, dans la communauté fourriériste de la North American Phalanx au New Jersey, c'est surtout la vente des produits de l'agriculture et de l'élevage. Donc voilà, surtout une activité agricole. Et ces travaux agricoles principalement, ou autres, parce qu'il y avait peut-être aussi des cordonniers, des médecins, que sais-je, des charpentiers dans le village, est-ce que chaque utopien, chaque habitant pouvait choisir son activité, ou est-ce qu'il y avait une forme quand même de contrainte par un politburo qui divisait les tâches ? Alors, ça dépend beaucoup des doctrines, parce que là-dessus, les doctrines fourriéristes et icariennes s'opposent beaucoup. La doctrine icarienne, donc d'Étienne Cabet, elle impose donc une république toute puissante qui organiserait tout, y compris l'économie. Donc, politiquement, idéologiquement, il faut une autorité. Ils sont dirigistes. C'est ça, qui dirige, et c'est le cas donc surtout d'Étienne Cabet au départ, mais ensuite d'un bureau des directeurs qui dirige les Icariens vers le travail qui est nécessaire, et donc le plus souvent vers les travaux agricoles. Pour les fourriéristes, c'est un petit peu différent. Donc il y a cette histoire de passion, chacun doit pouvoir travailler selon ses passions, donc chacun doit normalement pouvoir choisir ce qu'il fera le lendemain, totalement librement. Alors c'est pas tout à fait mis en place. Dans la communauté de Réunion, celle qui explose en vol très très rapidement, il y a cette figure de Victor Considérant qui prend beaucoup de place, qui devient presque autoritaire et qui du coup impose selon ses bons vouloirs les travaux, notamment encore une fois que des travaux agricoles presque. Dans la communauté de la North American Phalanx, qui dure beaucoup plus longtemps, on a vraiment une tentative de mettre en place des institutions qui permettent à chacun de choisir, alors pas au jour le jour, mais plutôt en début d'année, les travaux qu'ils veulent faire, et donc les gens choisissent 3, 4, 5 travaux, et ils tournent en fonction des nécessités, mais même dans le cas de la North American Phalanx, quand c'est la période de la moisson par exemple, toute la communauté va travailler à la moisson. Et ce travail se fait dans des conditions intéressantes, meilleures que ce qui se passe en Europe, ou est-ce que le droit du travail, les conditions du travail sont dramatiques ? Alors c'est une question à laquelle il est un peu difficile de répondre parce que en Europe, les conditions de travail à cette époque-là varient beaucoup en fonction des réalités de chacun, enfin des régions, etc. Des pays, oui, surtout en plus, c'est vrai qu'on parle aussi d'Américains. Quelques points qui permettraient de répondre à cette question. En ce qui concerne la rémunération, ces communautés considèrent que les bienfaits de la vie en communauté font partie, on va dire, des rétributions du travail. Parfois, c'est la seule rétribution du travail. Les Icariens ne versent pas de salaire, tout ce qu'ils font c'est pour la communauté. Mais en échange, ils sont nourris, logés, blanchis, non ? Ils sont nourris, logés, blanchis, mais dans des conditions qui sont assez rudimentaires. Pour les fourriéristes, ils se versent un salaire quand ils le peuvent, mais ce salaire est très bas. Heureusement, ces communautés donc les communautés fourriéristes mettent en place un système de vente de biens de première nécessité à très bas coût, en fait, au prix d'achat, une espèce de coopérative de consommation qui permet de vivre du faible salaire qu'ils reçoivent. En ce qui concerne les autres conditions, donc la hiérarchie, elle reste assez importante, comme je l'ai dit. Il y a des contremaîtres. C'est ça, exactement. Il y a des contremaîtres, il y a des directeurs plus ou moins autoritaires. La question qui est intéressante, c'est la question du temps de travail. Dans ces communautés-là, la base de calcul pour la journée de travail, c'est 10 heures. Alors, est-ce que c'est la réalité ? Le rêve du MEDEF. Mais à l'époque, la journée de 10 heures, c'est pas quelque chose qui est en place en France. Donc ça a été en place en 1948 de manière très très courte. Donc c'est déjà un progrès relatif. C'est ça, mais il faut attendre 1900 en fait pour que la journée de 10 heures, donc la loi Mirand, pour que la journée de 10 heures devienne un objectif à atteindre. En 1900, c'est un objectif à atteindre. Alors après, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est la base de calcul ? Là, c'est un petit peu difficile à savoir. Et la dernière chose, c'est les femmes. Elles sont intégrées au travail des communautés utopiques, qui, pareil, ne va pas de soi dans la France du 19e siècle. Elles sont rémunérées quand rémunération il y a pour leur travail. Par contre, ce travail reste très 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 largement limité aux sphères domestiques. Mais voilà. Chacun a sa place. Ces sociétés économiques ont en même temps une vie politique avec un cadre commercial, ce qui est assez paradoxal. Il y a donc une assemblée des actionnaires, une sorte d'assemblée démocratique. Mais comme vous l'avez dit, assemblée des actionnaires, ça veut dire qu'il faut être actionnaire pour rentrer, donc avoir de l'argent. Mais si on n'a pas d'apport, si on n'a pas d'argent, mais qu'on est juste mu par son désir d'être dans cette communauté idéale, est-ce qu'on est quand même accepté ? Alors ça va... Alors là, il y a théorie et pratique. En théorie, non, c'est pas possible. Les communautés fixent un apport minimum. Il faut
apporter, donner quelque chose à la communauté pour pouvoir rentrer. Généralement, c'est le prix, le coût d'achat d'une action. Alors pour les communautés icariennes qui sont communistes, il faut carrément verser tout son capital dans la société. À cela s'ajoute évidemment le prix du voyage, si jamais vous partez depuis l'Europe, qui n'est pas négligeable. Et évidemment, donc, il faut acheter une action parce que c'est des communautés qui se veulent quand même démocratiques. Et donc, il faut que chacun puisse légitimement et légalement s'exprimer dans ces assemblées d'actionnaires. Mais les pauvres, alors, sont exclus? Eh bien, pas vraiment. Alors, des communautés comme la North American Phalanx intègrent des personnes qui ne payent pas d'apport. Et c'est d'ailleurs tout un débat dans la communauté. Comment est-ce que, institutionnellement, on leur permet de s'exprimer alors qu'ils ne bénéficient pas d'actions? Il y a aussi la difficulté qui est qu'une fois qu'une personne a traversé l'Atlantique pour se présenter devant vous, aux portes de la communauté, c'est très difficile de lui refuser l'accès, même s'il n'a pas d'argent. Donc ça amène à des fictions. On voit ça dans la communauté icarienne de Corning. Des gens qui font un apport très très faible et on considère qu'ils ont payé une action alors qu'ils ont simplement déposé... un euro symbolique. Voilà, ou des boucles d'oreilles Et puis, enfin, on modèle les politiques d'admission en fonction des besoins de la communauté. Si on a besoin de travailleurs agricoles, on va leur permettre de venir gratuitement parce qu'il faut, malgré tout, bien travailler ces terres. Comme si c'était un investissement pour le futur, quoi. Ils Exactement. apporteront plus tard. Et une fois qu'ils rentrent dans cette communauté, en n'étant pas tous égaux à l'origine, est-ce qu'ils sont égaux après, ou est-ce qu'il y a une forme d'élite, de nomenclatura qui se met en place dans ces communautés? Alors, ils sont égaux en théorie, on considère qu'une fois qu'ils sont rentrés, on considère qu'ils ont... un homme, une voix. Un homme, une voix, exactement. Pas une femme, une voix, par contre. Mais dans les faits, encore une fois, on voit qu'il y a une nomenclatura qui se met en place. Alors, souvent, quand il y a un théoricien important qui s'installe, que ce soit Cabet ou considérant, son entourage gagne en pouvoir. On voit que les directeurs sont très très stables. Même dans les communautés où il n'y a pas cette figure imposante, il y a quand même une mobilité assez faible des directeurs. Ça crée notamment des conflits dans certaines communautés. Voilà pour le pouvoir politique, la vie économique. Passons à la vie judiciaire maintenant. Est-ce qu'il y avait des tribunaux internes à la communauté, aux communautés, ou est-ce qu'on pouvait recourir aux tribunaux étatiques? Alors, en théorie, ce sont des sociétés commerciales et donc du coup elles peuvent avoir recours aux tribunaux étatiques. Aux yeux de la justice, s'il y a des conflits dans la société, c'est des conflits entre actionnaires d'une société et donc du coup le tribunal peut être amené à trancher, le tribunal étatique, j'entends. Mais c'est très mal vu. Étienne Cabet, en 1856, dans la communauté de Nauvoo, commence à apercevoir beaucoup d'agitation, une opposition, et il menace d'avoir recours aux tribunaux étatiques, et ça sera inscrit dans son acte d'exclusion de la communauté. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très mal vu. Il faut régler ces problèmes entre socialistes. C'est une forme de trahison, de pacte avec l'ennemi. Exactement. En fait, comme ils envisagent un droit qui va remplacer le droit étatique, alors c'est vu comme, en effet, une trahison d'avoir recours au droit étatique. Et un aveu d'échec. Et quelle est cette justice? Alors d'abord sur le plan civil, comment ça se passe? Alors sur le plan civil, ces communautés-là, elles ont recours à un système assez classique, l'arbitrage. Donc elles prévoient dans leur constitution, dans plusieurs de leurs constitutions, des modalités d'arbitrage, tout simplement nommer un tiers qui doit amener à concilier la volonté des deux personnes. Donc c'est pas des juges permanents, autoritaires, majestueux, c'est quelqu'un qui est choisi par les parties pour essayer de concilier plutôt que d'aller au clash. Exactement. L'objectif, c'est de concilier, c'est d'éteindre le conflit. Pour les communautés icariennes, c'est un petit peu différent. Il n'existe pas, en théorie, de conflits interpersonnels. Les conflits intéressent toute la communauté. Et dans ce cas-là, c'est l'Assemblée générale devant laquelle il va falloir toujours négocier, essayer de trouver un compromis. Vraiment, on essaye de limiter autant que possible le clash. Ça, c'est pour le civil. Et sur le plan criminel ou pénal, est-ce qu'il y a des infractions? Est-ce qu'il y a des sanctions? Alors, il y a des infractions, notamment dans les communautés icariennes qui vraiment créent des espèces de constitutions étatiques et qui développent même certains crimes et délits. Ces infractions, dans les communautés icariennes, elles ont surtout trait à l'agitation, à l'opposition, à Cabet, notamment à la fin de la communauté de Nauvoo. En fait, ces délits ils vont dans le sens de la création d'une espèce d'ordre moral. Donc il ne faut pas calomnier, il ne faut pas désobéir. Désobéir. Elles ont également trait parfois à la question du travail, il ne faut pas refuser de travailler. Et donc ces délits ils sont jugés par l'Assemblée générale et la sanction c'est l'exclusion, la déchéance des droits. En fait, la personne qui est jugée coupable perd ses droits d'actionnaire, donc ses droits de résidence, ses droits à la rémunération et doit quitter la communauté. Pour éviter cela, il faut peut-être éduquer, penser au long terme. Passons donc au volet de la vie éducative. Est-ce que vous avez repéré des formes d'endoctrinement, de volonté de former un homme nouveau ?
Oui, ces communautés-là, de toute façon, elles sont construites avec donc, un objectif expérimentales, elles sont construites avec un objectif d'être un modèle pour les sociétés futures, mais elles sont aussi créées avec la certitude que les hommes ayant grandi dans les sociétés viciées de l'ancien monde ne sont pas à même de déployer tous les bénéfices des doctrines icariennes et fourriéristes. Et donc du coup, il y a vraiment la volonté de mettre en place une éducation pour les plus jeunes, mais aussi pour les adultes, des cours du soir. Fourier, notamment, développe beaucoup de considérations concernant l'éducation. Et donc, toutes les communautés mettent en place des écoles. Le droit pénal sert aussi à l'éducation, hein, quelque part. Donc, oui, il y a vraiment cette volonté de créer un homme nouveau et de travailler non seulement pour cette génération, pour permettre tout de suite de vivre en socialiste, mais pour la suivante, qui pourra pousser ce socialisme vers une perfection plus grande. Une école qui s'adresse aux enfants, vous l'avez dit, enfants qui, je crois, étaient séparés de leurs parents, c'est ça? Alors dans les communautés icariennes, oui, les enfants sont séparés de leurs parents. Alors c'est une volonté de Cabet. Dans la communauté de Nauvoo, alors qu'il observe une opposition, hein, parce que normalement dans la doctrine icarienne, il n'y a pas du tout cette volonté-là, la famille joue un grand rôle, mais à Nauvoo, Cabet considère que finalement l'influence du vieux monde est peut-être trop présente chez les parents, et donc décide, alors un petit peu tout seul, de séparer, d'imposer une séparation. Les enfants ne retourneront chez leurs parents que le week-end, ce qui ajoute vraiment des arguments à l'opposition. Vous l'avez dit tout à l'heure, les femmes sont assez peu considérées. Elles ne participent pas donc à la formation de l'homme nouveau. Elles sont laissées de côté. Alors, elles participent à la formation de l'homme nouveau, dans les premières années, hein, quand les enfants sont très très jeunes, et aussi parce que, je l'ai dit, hein, elles travaillent, mais il y a quand même une conservation d'un rôle assez traditionnel. Elles travaillent à l'intérieur, et souvent, ce sont les femmes aussi qui finissent par devenir les éducatrices dans les écoles. Voilà donc pour la naissance et la vie dans ces sociétés utopiques. Passons maintenant à la mort de ces communautés utopiques. Toutes les communautés que vous avez étudiées ont disparu. Au bout de combien de temps en général? C'est quelques mois, quelques années? Alors la plupart du temps, c'est quelques années, tout de même. Et la plus durable, ça a duré combien de temps? La plus durable que j'ai étudiée, c'est la communauté icarienne de Corning, donc de 1856 à 1878, ce qui fait quand même une grosse vingtaine d'années. Et si elles ont malgré tout à la fin fini par disparaître, c'est notamment à cause de conflits, je crois. Pourquoi se disputait-on? Pourquoi y avait-il des conflits dans ces communautés? Alors il y a beaucoup de cas, hein, pourquoi des conflits. Alors j'en ai parlé un peu en filigrane dans toutes les questions. Il y a parfois cette figure autoritaire, par exemple Cabet, hein, à Nauvoo, qui prend beaucoup d'importance et qui finit par cristalliser les oppositions. C'est aussi un petit peu le cas de Considérant dans la communauté de Réunion. Parfois on se dispute pour des causes plus théoriques, des questions de théorie politique. C'est le cas dans la communauté icarienne de Corning, où les jeunes qui sont nés dans la communauté finissent par développer des idées plus libertaires, notamment sous l'influence de certains proscrits de la commune qui rejoignent la communauté. Ils ont des revendications plus égalitaires aussi, plus d'égalité pour les femmes, la participation des femmes au débat et au vote. Et finalement, ils veulent créer une nouvelle communauté plus communiste que celle de leurs parents, et ils finissent par y arriver. Et puis, parfois, il y a des communautés qui disparaissent à la suite d'accidents, par exemple la communauté de la North-American Phalanx, dont le moulin brûle, et finalement, alors que ça n'était pas vraiment à l'ordre du jour, eh bien, les membres finissent par se dire qu'il faudrait peut-être mieux dissoudre la communauté, tout simplement, plutôt que de reconstruire un moulin. Parmi ces conflits, est-ce que vous pourriez nous en donner un exemple, nous raconter un peu une anecdote croustillante sur un de ces conflits? Oui, bien sûr, on peut parler de l'exemple vraiment de Cabet, hein, dans la communauté de Nauvoo. Cabet qui est absolument convaincu qu'il faut appliquer le plan qu'il a écrit tel quel, et donc qui se révèle complètement intransigeant, qui finit, donc il part en France parce qu'il est impliqué dans un procès pour escroquerie. Il finit par revenir assez tardivement, donc aux alentours de 1852-1853, alors qu'il a été remplacé par un dirigeant par intérim, on va dire, qui était beaucoup plus coulant. Et sitôt arrivé, plutôt que de reprendre le pli et puis de continuer une Icarie modérée, il essaye de durcir les principes de l'Icarie. Il prend énormément de lois concernant ces délits, ces fameux délits, et surtout, il essaye d'imposer cette séparation des enfants avec leurs parents. Et finalement, il y a une opposition qui commence à gronder. Et le problème, c'est que le modèle icarien, c'est un modèle vraiment basé sur une idée de volonté générale qui serait totalement
identifiable et qui serait commune à l'ensemble de la communauté politique. Et il n'y a plus ça dans la communauté de Nauvoo, qu'Aben n'arrive pas à gérer, et finalement il se fait exclure par les Icariens, que lui-même a amené aux États-Unis, et meurt d'ailleurs presque immédiatement après son exclusion de la communauté. On n'est jamais prophète en son pays. S'il y avait des conflits comme cela, des gens voulaient peut-être partir, voulaient peut-être quitter le navire. Est-ce qu'on essayait de les en dissuader? Est-ce qu'on essayait de les retenir? Alors, on n'essayait pas vraiment de les retenir. Hein. De toute façon, dans des communautés qui sont closes comme celle-là, c'est difficile de garder un mécontent qui peut s'avérer être un facteur de désordre. Le problème, c'est la question de l'apport. Hein. On ne peut pas rentrer sans rien verser dans les communautés. C'est la question de la restitution de l'apport. Lorsqu'elles sont créées sous la forme de corporation, donc de ces sociétés par action avec personnalité morale, normalement, les communautés sont tenues de rembourser l'apport. Donc là, c'est le droit américain qui impose aux sociétés, pour protéger ses membres, de rendre l'apport. C'est ça. À partir du moment où elles veulent que la personne qui parte n'ait plus de pouvoir de décision à l'intérieur de la communauté, ce qui s'avère le cas la plupart du temps. Le problème, c'est que ces communautés-là n'ont pas forcément beaucoup de moyens et que dans les faits, on observe que l'apport, la plupart du temps, n'est pas remboursé. Notamment c'est très problématique, notamment dans les communautés icariennes où il faut verser tout son capital dans la communauté avant de partir. Donc ça c'est un fort obstacle, évidemment, au départ des communautés. Là, on a vu que le droit américain pouvait protéger les individus contre la corporation. Est-ce qu'il y a pu, à l'inverse, y avoir des conflits? On a parlé un petit peu au début des modifications qui étaient apportées au projet pour obtenir l'autorisation américaine. Mais est-ce qu'après, une fois que la société fonctionnait, cette société parfois communiste, peut-être parfois athée, je ne sais pas, est-ce qu'elle était bien vue, mal vue, en conflit avec les autorités locales américaines ou pas? De manière générale, non. Les autorités locales américaines sont plutôt vraiment réticentes à s'intéresser à ce qui se passe dans ces communautés. Hein. Elles invoquent toujours la liberté contractuelle. On a signé l'action, on est devenu membre de cette société, donc c'est à nous de voir et de régler nos problèmes. Par contre, il y a parfois des problèmes, en effet, vous avez évoqué la question de l'athéisme, avec les personnes qui sont autour de la communauté. Alors c'est encore le cas de la communauté de Nauvoo, mais la communauté de Nauvoo, pourquoi est-ce que les Icariens s'y sont installés? Parce qu'avant, il y avait les Mormons qui ont été chassés par la population. Et la population de la ville de Nauvoo, quand elle voit ces Icariens s'installer, elle est assez méfiante, notamment sur la question religieuse. Et donc, les habitants de Nauvoo sont en partie, en tout cas les catholiques de Nauvoo, sont assez méfiants et puis sont assez hostiles aux pratiques religieuses des Icariens. De manière générale, les questions qui sont risquées, on va dire, pour les communautés utopiques, c'est la religion, le mariage, et notamment le refus du mariage, et la question de la propagande socialiste qui s'avère d'ailleurs un problème. On a vu qu'il y avait des conflits un peu avec l'extérieur, surtout à l'intérieur des communautés, pour expliquer la dissolution de ces communautés. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Vous aviez parlé tout à l'heure d'un moulin qui avait brûlé. Est-ce qu'il y a d'autres raisons à l'échec à long terme de ces communautés? Oui, en fait, on ne peut pas identifier une raison précise de dissolution d'une communauté, mais plutôt tout un faisceau de raisons qui peuvent converger vers la dissolution. Donc il y a ces conflits internes, il y a des accidents, hein, ce moulin qui a brûlé, et manque de chance, la compagnie l'assurant a fait faillite, donc la communauté ne pouvait pas être remboursée de cet accident. Les terres qui étaient mauvaises, vous nous l'avez dit au début. Les terres mauvaises, les conditions climatiques mauvaises. Alors c'est un corollaire de ce mauvais choix de terre, mais les conditions climatiques sont parfois très très dures. Et au contraire, parfois certaines communautés se relèvent un petit peu de leurs cendres pour des raisons qui ne sont pas internes aux communautés elles-mêmes. Par exemple, la communauté icarienne de Corning en Iowa, qui est dans une situation économique catastrophique au départ, se retrouve sur le chemin des armées nordistes, et donc du coup parvient très facilement à écouler sa production de laine. Pendant la guerre de sécession. Pendant la guerre de sécession. Donc ça permet à la communauté de se remettre économiquement. Il y a également parfois des questions de terrain, de concessions pour les chemins de fer. Donc les communautés parviennent parfois à vendre des bouts de ces trop grands terrains qu'elles ont acquis, et ça permet de renflouer un petit peu les caisses. Voilà pour les causes. Quid des modalités? Quand on parle de disparition de ces sociétés, est-ce que c'est juste que les gens s'en vont dans la nature comme cela, ou est-ce qu'il y a une procédure juridique de dissolution en bonne et due forme? Alors, parfois, à l'instant T de la dissolution, les gens s'en vont un peu dans tous les sens, mais il finit toujours, ce sont des sociétés, il finit toujours par y avoir une procédure juridique de dissolution. Alors souvent, les juridictions étatiques ne sont pas vraiment actives, elles jouent un rôle, elles vendent les biens aux enchères, mais parfois, on a des dissolutions qui sont déclarées, qui sont ordonnées par des tribunaux. C'est le cas, alors le seul cas que j'ai pu étudier, c'est le cas de la communauté de Corning, donc il y a ce conflit entre les jeunes et les vieux, et les jeunes décident d'attaquer les vieux, donc leurs parents
devant les tribunaux états-uniens pour demander la dissolution de la société, en expliquant justement que cette société est sur le papier une société commerciale, mais qu'en fait ce n'est que poudre aux yeux, et que leurs parents l'utilisent pour faire de la propagande socialiste, qu'ils sont communistes. Il y a quelque chose de très cynique là derrière. Parce que eux sont encore plus communistes. C'est ça, exactement. Les jeunes critiquent leurs parents parce qu'ils ne sont pas assez communistes, mais par contre, devant les tribunaux, le discours est tout autre. Et, c'est très intéressant, le juge saisi de l'affaire renvoie pendant 6 mois les parties en leur demandant de s'arranger entre elles, avant finalement de devoir prononcer qu'en effet la société a outrepassé son acte créateur, son acte d'incorporation, et donc doit être dissoute. Une dissolution relativement rapide, même si vous l'avez dit, certaines sociétés ont duré une vingtaine d'années, c'est pas grand-chose. Est-ce qu'on peut parler d'un échec, ou vous avez l'air dans votre conclusion d'avoir un point de vue un peu plus nuancé? Oui, alors pour moi, on peut parler d'échecs si on les prend sérieusement, et j'invite à les prendre assez sérieusement, mais si on prend les objectifs qu'ils déclarent au début, au moment de l'immigration, ou même dans les actes de création des sociétés, ce qu'ils veulent, c'est créer vraiment quelque chose de durable, et dans ce cas-là, ces dissolutions assez rapides sont un échec. Mais par contre, si on observe les trajectoires personnelles, ces communautés-là, ce sont aussi des lieux où se croisent différents courants réformistes américains. On y tient des conférences sur la question abolitionniste, par exemple. Les membres, une fois que les communautés sont dissoutes, vont s'insérer dans des réseaux de l'international, par exemple. Donc, c'est un échec si on prend vraiment les communautés en tant que telles. On ne vit pas dans une société icarienne ou fourriériste aujourd'hui. Mais par contre, dans le parcours militant de leurs membres, c'est généralement une étape, et pas une fin en tant que telle. Eh bien merci, c'est la fin par contre de notre émission. Merci beaucoup Étienne Lamarche d'avoir répondu à mes questions qui donnent un aperçu de votre thèse très riche, dont je rappelle le titre, Les usages du droit dans les communautés utopiques aux États-Unis 1843-1878, et j'invite nos auditrices et nos auditeurs à la consulter gratuitement en version numérique sur le site HAL ou sur thèse.fr, avant peut-être, je l'espère, une publication en version papier. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci aussi au laboratoire IDPS de l'Université Sorbonne Paris-Nord pour son soutien financier, à Pierre Damel, Laura Marie-Rennes et Isabelle Potier pour leur soutien technique, et merci enfin à vous, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir suivi ce podcast que vous pouvez bien sûr réécouter, partager et commenter sur les réseaux sociaux. En attendant le prochain épisode des Lois de l'Histoire, le podcast sur l'actualité de la recherche en histoire du droit.